Mayotte, c'est une île française dans l'océan Indien, dans le canal du Mozambique, entre l'Afrique et Madagascar. Une île qui est magnifique. C'est le 101e département français. C'est le tout jeune, le bébé département français. Un paradis qui perd pied. Issus de tous les pays voisins, les candidats à l'immigration sont trop nombreux. Mayotte est la seule île de l'archipel des Comores à être française. Ses voisines ont choisi l'indépendance. Aïrati Oudjati est sage-femme. Encore un peu. Tous les jours, elle met au monde des bébés dont les mères en situation illégale rêvent d'un passeport pour l'Union européenne. Félicitations. Salut Mwanzane, voilà, Wono, Yodi, réalité des Tongo Vira Maori. Donc voilà, nouvelle chaîne de Gare Junior. Donc on se demande tout, mettez pouce bleu à ma vidéo ini, ou tiens moi le commentaire par rapport à Tongo Zona ou Zrongolovani, mais ou s'délé, abonné, comme ça, cool la vidéo sortir ou sortir ou tu para ou jouer Ingaletena. Ou s'délé, tiens pouce bleu ou t'abonner. Merci et à très vite. Bon visionnage. Bienvenue dans la première maternité de France et d'Europe en terre africaine. Plus grande maternité d'Europe parce qu'on a le plus grand nombre de naissances, en moyenne 30 enfants par jour. Des femmes du Mozambique, de Madagascar et des Comores affluent ici en nombre. Garde de nuit aux urgences. Et les papiers patos, son bracelet. Normalement, j'espère que j'ai pas oublié son bracelet. Aïrati est sage-femme à l'hôpital de Mamoudzou, la capitale économique de l'île, depuis 3 ans. Elle est la seule mahoraise de son équipe. Oui, dites-moi. Toutes ses collègues viennent de la métropole. Il manque de personnel. Quand on a une activité qui est au maximum, on peut être à bout assez rapidement. Des mains en plus, ce ne serait pas un luxe. Officiellement, Mayotte ne compte que 260 000 habitants. Mais ce soir, à nouveau, les femmes enceintes font la queue. La map, je vais donner son comprimé. J'attends de voir si ça se passe, ça n'a pas l'air de se passer. Et je pense qu'elle va être au SPIC. Là, il n'y a plus de place dans les salles d'accouchement. Ici, on a une salle de monito normalement, avec 2 postes en fait. On a fait rajouter un poste et mis un paravent entre deux pour pouvoir augmenter le nombre de places. Parce qu'on a tellement de dames parfois que ça permet d'avoir un poste en plus pour pouvoir accueillir les dames. Pourquoi souhaite-t-elle à tout prix accoucher à Mayotte? Comment sont-elles arrivées jusque-là? Elles préfèrent en général ne pas s'exprimer, même lorsque Aïrati leur garantit l'anonymat. Aurait-elle peur parce que la plupart d'entre elles sont en situation illégale? Ici, les équipements haut de gamme de l'hôpital doivent faire rêver plus d'une femme africaine. Tous les jours, des dizaines de bébés voient le jour ici. Souvent, les gens disent que c'est une usine à bébés. Parce que, les accouchements s'enchaînent. Donc, vous avez entendu, sur la garde, sur 12 heures, il y a eu 19 accouchements. On accueille, on technique, on pose la voix, on prépare la dame, on fait l'accouchement, on surveille le bébé, on la surveille 2 heures, 1h30 quand on ne peut pas surveiller 2 heures. Ensuite, elle va en chambre et on accueille une autre, etc. etc. Bon, qui le suivant? Donc entre tout ça, on a à peine le temps parfois de se poser, de prendre un verre. Donc s'asseoir et discuter alors qu'on a d'autres patientes qui nous attendent et les collègues qui attendent qu'on soit aussi efficace, c'est pas forcément évident. C'est ici qu'il y a 14 ans, Adjarati a donné le jour à son fils Farouk. Elle est originaire d'une île comorienne voisine qui n'appartient pas à la France et elle souhaite apporter son témoignage. Farouk est né à Mayotte. J'aimerais qu'il réussisse à l'école pour qu'il obtienne la nationalité française et qu'on puisse tous rester ici. Ses frères et sœurs n'ont pas eu la chance d'être scolarisés. Aujourd'hui, elle se rend à l'école avec son fils. Pour la famille de 8 personnes, le jeune garçon de 14 ans est le seul espoir de pouvoir un jour vivre ici en toute légalité. La scolarité n'est qu'une des conditions à remplir.
C'est le jour des bulletins. Farouk passera-t-il en classe supérieure? Il a obtenu sa place à l'école il y a 3 mois seulement. Il a suivi une classe d'orientation, mais n'apprend le français que depuis un trimestre. La maman, j'espère que Farouk pourra faire la traduction. Donc tu dis à maman que j'ai préparé ton bulletin tout en sachant que tu es orienté en 4e. Parce que tu étais avec moi avant que je te mette dans une autre classe. Tu étais en UPE2A. Tu pourras expliquer ça à maman? Oui. Alors vas-y, explique-lui. Je ne sais pas moi. Voilà. Madame, vous avez déjà vu ça? Vous savez ce que c'est? Demande à ta maman. Demande-lui en chimaoré. Allô, c'est Joachim. Vous savez pas ce que c'est? Vous avez jamais vu ça? Ce document? Tu n'as pas de frères et sœurs qui vont à l'école? Non. Non? Farouk, tu n'as pas expliqué à maman que tu n'es plus avec Madame Sebeloui? Si. Elle a dit qu'elle ne sait pas. Je n'ai pas fait de Maman, il faut se réveiller un petit peu. Hein? Donc, tu sais que j'ai reçu des élèves qui savent ni lire ni écrire, Farouk. Toi, tu sais lire, tu sais écrire. Mais j'ai des élèves qui savent ni lire ni écrire. Je les mets où, ces élèves? Si je te prends, je ne peux plus prendre les autres. Comment je fais? Il faut que tu m'expliques. Comment je fais? Je sais pas. Ah, maintenant, ce qui va se poser comme problème pour Farouk, c'est que Madame Sebeloui ne peut plus l'accompagner. Est-ce que tu sais ce que tu veux faire plus tard? Oui. Tu veux faire quoi? Boulangerie. Ah, c'est un beau métier ça, boulanger. Mais il faudrait juste qu'elle puisse trouver soit une famille à toi, je ne sais pas si vous avez de la famille ici, un frère ou une soeur pour t'aider à la maison. Parce qu'il faut que tu travailles à la maison. Il faut que tu travailles beaucoup, beaucoup plus à la maison. Il n'y a plus de questions? Oui. Bien. Merci d'être venu. Merci. Au revoir et à bientôt. Non loin de l'école se trouve le bidonville de Kaweni, où vit la famille de Farouk. Adjarati a déjà mis au monde 3 enfants à Mayotte et 3 aux Comores. Elle a donné tout l'argent qu'elle possédait aux passeurs, soit 900 €. Quand on est arrivé avec les enfants, on n'avait aucun endroit où vivre. On a trouvé un emplacement libre tout là-haut. Mais il a d'abord fallu débarrasser le sol des pierres qui l'encombraient avant de construire notre cabane. Le terrain ne nous appartient pas. D'ici, la vue est imprenable sur le quartier industriel de la capitale. Le père de Farouk est fier du bulletin de son fils. Les étrangers en situation illégale comme nous placent tous leurs espoirs dans leurs enfants. Nous n'avons jamais eu la chance de pouvoir aller à l'école. Les enfants nés ici devraient tous aller à l'école et obtenir des papiers. Comment peuvent-ils ignorer que leurs enfants doivent attendre leur majorité avant de pouvoir demander la naturalisation et qu'à tout moment, la famille est susceptible d'être expulsée? Soula, le père, est sans emploi. Il travaille au noir, ce qui suffit tout juste à nourrir les 8 membres de la famille. Farouk est le seul à être scolarisé. On a déjà été expulsés 3 fois et renvoyés aux Comores. Mais à chaque fois, on est revenu. Aux Comores, il faut envoyer ses enfants dans des écoles privées si on veut qu'ils réussissent. Je n'en avais pas les moyens. C'est pour ça que nous voulions que nos enfants naissent ici, pour leur assurer un meilleur avenir. On est donc revenus, mais pour les scolariser, on nous demande notre avis d'imposition. Et on n'en a pas. Pas plus qu'un certificat de résidence. Farouk a tout de même été inscrit. L'école a accepté de fermer les yeux. Il a eu plus de chance que ses frères et sœurs. L'aîné, Tan Lim Din, a 15 ans. Lui aussi est né à Mayotte. À partir de l'année prochaine, l'école ne sera plus obligatoire pour lui. Il ne parle que très peu le français. Je me lève, je traîne, je vais à l'école coranique et je reviens. Si je trouve quelque chose à manger, je mange. Sinon, je vais dehors. Je n'ai rien à faire.
3 de mes enfants sont nés ici. Pour nous, il est hors de question de retourner aux Comores. On aurait dépensé tout cet argent pour rien. Ce serait un énorme gâchis. Les urgences de la maternité, à 5 h du matin. Une femme vient d'accoucher dans l'ambulance qui la conduisait à l'hôpital. Son bébé va être placé en observation. La mère, comorienne, accepte de répondre à Airati, sous couvert d'anonymat, sur les raisons qui l'ont poussée à venir à Mayotte et à accoucher ici. Issue du même peuple, elle parle la même langue, le shimaoré, la langue indigène des Comores. Lors du référendum de 1974, Mayotte a été la seule des 4 îles comoriennes à décider de rester attachée à la France. L'histoire que raconte cette femme, Airati l'a déjà entendue des centaines de fois. Sachant qu'à Mayotte, 3/4 des dames sont dans cette situation-là et ont une histoire plus ou moins semblable, on sait très bien qu'elles sont venues en Kwassa, on sait très bien qu'elles viennent pour avoir une vie meilleure, on sait très bien qu'elles viennent parce que le système de soins, de santé là-bas est moins bien qu'ici. Donc on ne leur repose pas à chaque dame toujours la même question parce que la problématique elle est la même. Je n'étais pas là depuis que ça a commencé, que cette situation-là. C'est depuis 40 ou 50 ans, je ne sais pas, peut-être plus. Mais il y a énormément de choses à faire. Là, c'est de par chez eux d'abord, de par leur gouvernement. Si déjà ils ont une vie meilleure, je pense qu'ils ne chercheront pas à aller ailleurs pour une vie difficile qui est moins pire. Et après, oui, le problème des frontières, je pense que le problème, il vient à la source. Donner une vie meilleure chez eux, en étant chez eux, ça peut alléger Mayotte, le poids que Mayotte a porté. Parce que Mayotte est trop petit pour porter le poids de toute la misère qu'il y a aux Comores. La misère se développe aux Comores, dans un système injuste. Elle se développe ici aussi dans les nombreux bidonvilles de Mayotte. « 40 centimes le jerrycan. Ici, on vit sans eau courante ni électricité. Farouk est sur le chemin de l'école. C'est son premier jour dans sa nouvelle classe. Ses frères et sœurs, eux, resteront dans le bidonville toute la journée. Farouk va intégrer la classe qui correspond à son âge, une classe de 4e. Théoriquement, il s'agit là d'un cours de chimie, mais en réalité, on apprend ici à lire et à écrire. Il est malien. Tu as souligné quoi? C'est sûr de celui-là? Les enseignants viennent de la métropole et sont en nombre insuffisant. À cela s'ajoute le manque de salles. Quelles sont les priorités? Là, en priorité? Il n'y a pas de priorité, tout est prioritaire. Alors, attendez. Rien que dans la capitale Mamoudzou, environ 600 enfants ne sont pas scolarisés par manque de place. Nous sommes pourtant dans un département français. Ici, 1 habitant sur 2 a moins de 17 ans. Mais tout est prioritaire. L'alimentation, c'est le truc de base. Donc déjà, c'est un programme alimentaire, quoi. Par exemple, de mettre en place un programme alimentaire et de santé, mais dans les quartiers. Je ne parle pas de l'hôpital, je parle de l'extérieur. Et pour ici, je ne demande rien, parce que pour moi, c'est extrêmement compliqué. Toutes les écoles de Mayotte sont placées sous surveillance policière. Les enfants des rues, affamés et à la déroute, attaquent les écoliers pour les dépouiller. Le père de Farouk monte la garde devant l'école, bénévolement. Il protège ses enfants de ceux qui sont encore plus démunis qu'eux. Pour Tan Limdine, dans les bidonvilles, il y aura toujours un plus pauvre pour s'en prendre à un pauvre.
Ils te coupent la route et te demandent 20 centimes pour des cigarettes. Si tu ne leur donnes pas, ils te battent à mort. Moi, je pars en courant dès que je les vois. Officiellement, 45% des habitants de Mayotte seraient des immigrés. Mais on soupçonne qu'en réalité, ces derniers constitueraient la majorité de la population. Comme la famille Atoumane, ils sont nombreux à ne pas pouvoir scolariser leurs enfants et à vivre sans aide sociale et sans travail. Impossible pour eux de rentrer au pays, même s'ils le souhaitaient. Pour l'heure, les Comores refoulent tous les citoyens en provenance de Mayotte. En cause, une crise diplomatique entre Paris et l'archipel, qui ne reconnaît pas le rattachement de Mayotte à la France. La famille Atoumane, comme l'île tout entière, est dans une impasse. La pauvreté ne touche pas uniquement les immigrés illégaux. Sur Mayotte, 85% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Aïrati rentre chez elle après une garde de nuit de 13 heures. On m'a cassé ma voiture quand je suis partie courir un dimanche sur Mamoudzou. Donc j'étais garée en pleine journée, entre 10h et 11h. Et en revenant, la vitre, elle était cassée. Si je me dis que j'ai peur et que je ne sors pas et que je ne ferai rien, en fait. Donc, et il est hors de question que parce que j'ai peur, je me prive de ma liberté de circuler. Aïrati vit à une demi-heure de route de la capitale, à Combani, dans le nord de l'île. Je préfère habiter à Combani parce que déjà c'est plus nature, c'est plus vert, parce que c'est aussi dans ma commune de naissance, c'est là où il y a ma famille. Mais ici aussi, le calme n'est qu'apparent. La violence ne se limite pas à la capitale. C'est une impasse. Elle est présente dans toute l'île. Aïrati se sent prisonnière dans son propre pays. On a des barreaux au niveau des fenêtres pour sécuriser. Et moi, j'ai préféré habiter au premier étage parce que je me dis c'est moins accessible et c'est peut-être un peu plus compliqué de s'introduire. J'ai une alarme. La porte, c'est pas une porte blindée. Par contre, c'est une serrure avec trois verrous. Ici, la baie vitrée qui donne sur la terrasse côté forêt. Il n'y a pas de circulation, il n'y a pas de voie d'accès, mais j'ai quand même une grille qui sécurise l'ouverture parce qu'on ne sait jamais. Il peut toujours y avoir quelqu'un qui escalade. Aïrati a fait ses études à La Réunion et en métropole, à 8000 km de Mayotte. C'était son choix de revenir vivre et travailler sur son île. Il y a eu les manifestations, les grèves, les routes barrées, des manifestations qui ont été assez houleuses, assez violentes, même si ce n'est pas ce qu'on a voulu, parce que les gens sont excédés, donc les gens ont du mal à se contrôler. Aïrati visionne des images de la grève générale du mois de mars. L'île s'est retrouvée à l'arrêt pendant presque un mois. À bord de ces embarcations, des femmes et aussi des enfants. Des passeurs convoient des migrants sur des bateaux de pêcheurs depuis les Comores, à seulement 70 km de Mayotte. Une traversée dont le prix peut atteindre 900 €. Depuis plus d'un mois, l'île est verrouillée par une douzaine de barrages. Au comble de l'exaspération, des habitants ont même lancé une chasse aux clandestins. Les habitants font la chasse aux migrants. Ils pourchassent les enfants des rues et leur retirent leurs armes. Ils font que des bêtises, ils font la loi dans le quartier. Laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. On les a arrêtés, on les a fouillés, on a trouvé tout ça dans leur sac.
Ces deux femmes font partie des patrouilles civiles. Elles tentent de convaincre les femmes d'un bidonville de Kombani de sortir leurs enfants de la rue, de les éloigner de la criminalité. Miliciens contre immigrés clandestins, tous issus du même peuple, à la différence près que les immigrés viennent de l'île voisine. Cette femme se défend. Ces enfants ne sont pas des criminels. Mais oui, on a peur parce qu'à tout moment, ça peut dégénérer. Ils peuvent nous tuer parce qu'eux, ils sont plus nombreux que nous ici. Hein. Avant de sortir, on se demande qu'est-ce que je mets dans mon sac, éventuellement pour me défendre si jamais je me fais agresser. La plupart des gens que je connais à Mayotte ont une bombe lacrymogène dans leur sac, que ce soit autorisé ou pas par la loi. À un moment donné, les gens ils vont pas se faire agresser sans se défendre. Il faut arrêter. Surtout quand les moyens ne sont pas mis en œuvre pour assurer la sécurité des gens sur l'île, les gens ils essaient de se débrouiller par eux-mêmes. Sous protection policière, les communes organisent un recensement en vue de faire le tri entre les résidents en situation régulière et les autres. Cette femme accepte d'être filmée chez elle pendant l'enquête. Elle a bien un permis de séjour, mais sa cabane est construite illégalement alors qu'elle paie un loyer au propriétaire du terrain. Mazali. D'accord. Certains Mahorais n'hésitent pas à s'enrichir sur la misère des autres. Devant la porte, la discussion s'anime entre Mahorais et Comoriens. Le maire de Kombani, arrivé sur place, annonce que des baraques doivent prochainement être détruites. Il vous est interdit de rester ici. C'est à l'État qui vous a donné les papiers de trouver des solutions de relogement pour vous. Des êtres humains ne doivent pas vivre dans de telles conditions. Ce n'est pas ma responsabilité, mais celle de l'État. On a combien de temps pour partir d'ici? Parce que quitter son lieu d'habitation n'est pas facile. Surtout avec des enfants. Et puis, où allons-nous vivre? Selon Ayrati, si un changement s'amorce aujourd'hui, c'est uniquement parce que les citoyens sont descendus dans la rue au mois de mars dernier. Même les Français, certains élus en métropole ont découvert ce que c'était Mayotte, alors que ça fait partie encore de leur territoire. Donc ça, c'est une honte. Et c'est aussi un aveu comme quoi Mayotte a toujours été ignorée. Donc là, maintenant, ce qu'on demande, c'est de prendre le problème à bras le corps et d'essayer de résoudre ça. Et pour moi, la première chose, c'est trouver une solution radicale contre l'immigration. Pour la jeune femme, si la cohabitation est devenue impossible, c'est en partie à cause de l'afflux massif d'immigrés. Le principal problème reste les quelques 2000 adolescents qui vivent dans la rue, sans aucun espoir d'avenir. La sage-femme gagne 4 500 € net par mois, près du double de ce qu'elle gagnerait en France, ce qui a aussi dû la motiver à revenir à Mayotte. Pour Ayrati, c'est une maigre compensation face au lourd tribut à payer. Vivre ici, c'est vivre dans l'insécurité. Mourchid Kassim a 18 ans et a longtemps vécu dans la rue. Il a eu la chance d'être placé dans une famille d'accueil et de pouvoir suivre une formation de serveur. Lui, au moins, ne souffrira plus de la faim. Ça me fait du bien de ne pas être dehors à faire des bordels ou à aller faire des vols ou être perdu, fauché, rien à faire. On est dans la rue avec, je sais pas, c'est la loi du plus fort à peu près.
et qu'on doit apprendre à nous démerder tout seul. Pour ceux qui arrivent à rentrer dans un système, quand même on doit faire un effort pour rentrer dedans. Et c'est pas tout le monde qui a les occasions de pouvoir travailler ou bien autre chose. Sa mère l'a fait venir des Comores avec d'autres membres de sa famille, mais une fois à Mayotte, il a été livré à lui-même. Mon père, moi, je ne l'ai jamais connu. Je sais seulement que c'est un malgache de Mata, c'est tout, mais je ne l'ai jamais connu, je ne l'ai jamais vu. Ma mère est décédée en 2007 à La Réunion. Et du coup, il a été enterré là-bas. S'il obtient un permis de séjour ici, Mourchid ignore qu'il ne peut quitter l'île qu'avec un visa, car Mayotte n'est pas dans l'espace Schengen. Son rêve n'est donc pas près de se réaliser. Mon but à moi qui vient pour me donner plus de force, c'est pouvoir aller seulement plus en haut qu'être en bas, pouvoir aller voir même si une seule fois le cimetière de ma mère. Et c'est ce but-là que j'ai en fait. C'est pour ça que ça me fait... J'ai la force de pouvoir continuer tous les jours et ne pas abandonner. Les enfants d'Adjarati et de Soula peuvent compter sur leurs parents pour les aider, dans la mesure du possible. Mais le désespoir gagne la jeune mère. Aujourd'hui, tout ça me dépasse vraiment. Parce que je ne sais plus quoi faire, ni où aller. Je suis complètement perdue. Je vais rester là. Tandis que Farouk fait ses devoirs, son père est à pied d'œuvre avec d'autres hommes du bidonville. Eux aussi ont formé une milice pour surveiller les enfants des rues. À Mayotte, on a pris l'habitude de ne compter que sur soi-même. Un commerçant originaire des Comores propose des cours d'alphabétisation aux enfants non scolarisés le soir après son travail. Il demande 2 € par mois et par enfant pour l'achat du matériel. Les frères et sœurs de Farouk n'y participent pas. Leurs parents ne peuvent pas se le permettre. Dans un coin de l'île restée paradisiaque, Aïrati retrouve des amis. Il y a là des artistes, des photographes, des infirmières, des assistantes sociales. C'est le Mayotte qu'elle aime. Les insulaires qui se mêlent aux Français de la métropole, aux amis venus de Madagascar ou aux employés comoriens. Les nationalités n'ont plus aucune importance ici. Mais les problèmes de l'île sont toujours bien présents. Ces jeunes gens en sont conscients et s'interrogent sur leur avenir à Mayotte. Il y a eu un référendum récemment pour savoir si on voulait encore être français. La population a montré massivement qu'on voulait être français, on veut être français et on le restera. Ouais. Donc voilà. Ça confirme le choix qui a été fait il y a plusieurs années. Est-ce qu'on arrivera à une minorité? Je pense qu'à un moment donné, ça a déjà commencé, hein, il y a plein de personnes qui résident ici, qui préfèrent partir, s'éloigner de tout ce qui pose problème sur le territoire. Il y en a beaucoup aussi que j'ai entendu cette année qui allaient faire partir leurs enfants parce qu'il y a l'insécurité, plus de place dans les locaux pour les enfants, beaucoup de choses qui font qu'on ne se sent plus chez nous. Mis à part ce problème d'insécurité qui nous un peu la gorge, on vit bien ici, il y a le sourire. La mer, on est une population très joyeuse, très jeune, mais on n'a pas de solution concrète pour la population mahoraise qui est très dense pour notre petit territoire. Donc si Macron, tu nous entends, help us. J'aimerais retrouver mon île d'avant. Je ne dis pas que je retourne en arrière et qu'on fasse marche arrière sur l'économie, sur le développement social, etc. etc. Mais l'île naturelle, verte, bleue et bleu azur pour le lagon, où on pouvait dormir sur la terrasse, les fenêtres ouvertes
et où on pouvait aller dormir sur une plage après une garde de nuit sans avoir peur.